Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la première partie de la suite de l'enregistrement de René Chouet, réalisé le 15 juin 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne. René Chouet, le 15 juin 2009 à Périgueux, suite de l'entretien du 25 mai. Monsieur Chouet, bonjour. Nous en étions restés à votre arrivée à Mauthausen, n'est-ce pas? Voilà, alors on est arrivé le 9 avril, après être parti le 6 de Compiègne, on arrive le 9. Je l'ai déjà dit, beaucoup de morts et de gars devenus fous dans ces wagons. Et on accède au camp. Quand on arrive, on est tellement... Enfin, les yeux sortant de la tête, sale, tout ce qu'on veut, que les enfants nous jettent les pierres. Donc, après une course de 3 km, on arrive au camp. Et au camp, là, on arrive à la fin de journée du 6 et du 9. Et on nous parque là, on nous laisse passer la nuit. Et le lendemain matin, mais là, il faut que je précise que là, on a commencé à voir les premiers trafics qui pouvaient avoir lieu dans les camps. Quand on arrive, je l'ai déjà dit, dans ces wagons, on a crevé de soif, etc. Et il y a des gens qui, à travers des fenêtres, les barreaux de fenêtres, proposaient des petites bouteilles d'eau à ceux qui arrivaient. Et ainsi, il y a des gens qui donnaient leurs bijoux, leurs alliances, leurs montres contre un peu d'eau, quoi. Et donc, c'est la première chose qu'on a vue. Ensuite, là, évidemment, on a été enregistrés, les uns après les autres, là. Et ensuite, ça a été la séance des douches. Alors, là, évidemment, à nouveau, tous à poil, comme de bien entendu. Et dans ces douches, tantôt c'était l'eau chaude, l'eau froide, et ça amusait les gars qui nous faisaient passer là-dessous. Et ils nous rasaient de pied en cap. On n'avait plus un poil, ni un cheveu sur la tête. Et je me souviens d'ailleurs avoir pris la première gifle parce qu'ils nous faisaient monter sur un tabouret pour nous raser le sexe, voire y compris les fesses. Et quand moi j'ai senti le rasoir dans les fesses, j'ai eu tendance à me redresser. J'ai pris ma première gifle, mes carabinés, pour me faire comprendre que il y avait pas à résister à leur procédé. Donc là, ça commence comme ça. Là, et à ce moment-là, après la douche, d'abord, il faut dire qu'une fois qu'on a été rasé, ils trempaient un pinceau dans du grésil, quelque chose comme ça, et bon, partout, ils nous désinfectaient. Ensuite, de là, on nous a donné une chemise et un caleçon, et on nous a conduits à ce qu'on appelle les blocs de quarantaine. Dans ce bloc, là où il peut y avoir, 120 mètres carrés, où on peut, à tout casser, mettre 50 ou 60 personnes, nous entasse à 300. Alors, comment faire pour ça? Ils nous ont fait coucher par terre, en sardine, tête bêche, et rangé, et tout ça tassé à coups de trique. Et alors sur les hurlements, la terreur, enfin la violence, etc. Donc on passe ces premiers moments là de stupéfaction et où c'est cocasse d'ailleurs, c'est dans la nuit quand les gens ont envie d'aller au water. Enfin, oui, c'est qui servait de water. Évidemment, il fallait se lever et y aller. Mais ensuite, il fallait revenir. Alors là, d'abord, il fallait marcher sur tous les copains et puis arriver à se caser. Alors, comme il y avait toujours les capots qui étaient là avec la trique et tout ça, ils arrivaient à caser tout le monde. C'est le premier, c'est le dressage, voilà. Et puis, même pendant cette période-là, où on était en quarantaine, c'était des blocs isolés. On était coupés du camp, donc.
Et je me rappelle, au travers des fils de fer, là aussi, il y a des gens qui, au travers des fils de fer, voulaient échanger des cigarettes contre nos soupes, les soupes qu'on nous donnait. Il faut dire que ces soupes-là, c'était des betteraves rouges déshydratées, c'était un peu fadasse et tout ça, et les gars sortant traumatisés par les voyages, il y a des gars qui pouvaient pas manger. Donc ils le donnaient aux autres, voire même échanger. Et c'est là où pour les aussi première fois, ces gens qui faisaient ce trafic des cigarettes contre de la soupe ont été surpris par d'autres capots et des SS, et là on a assisté à la première correction magistrale à coup de goumis, c'est-à-dire d'espèces de matraques, de nerfs de bœuf sur les gens qui faisaient ce trafic. Et donc là on est là enfermé, bouclé, et il y a à l'extérieur du camp à peu près la même surface. Donc on nous rassemble là, toujours dès 5 heures du matin, garde à vous, quel que soit le temps, par rang de 5, toujours, c'est un peu classique. Et là, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais temps, qu'il pleuve, qu'il vente, on est là dehors au garde à vous. Et puis là, à la suite de ça, on reçoit ce qui va nous servir de vêtements, c'est-à-dire un pantalon avec sur la droite un numéro de matricule et une veste également sur le cœur, sur la gauche, un numéro de matricule. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus des individus, on est des numéros, on est des matricules, on est des stucs, comme ils disent, des morceaux. Donc on est traité comme des morceaux, comme des chiens, comme rien, quoi, comme rien. Comme des gens que, bon, on va en tirer le maximum au travail, mais sorti de là, on est condamné à mourir dans cet enfer. Alors là, le temps qu'on reste à Mauthausen, c'est-à-dire peu de temps, pendant la quarantaine, on nous amène à la carrière. Et c'est là où je fais, moi, avec nos autres copains, on fait l'apprentissage de cette carrière. Donc, on traverse, il y avait une cour immense, on longe les bâtiments, on sort par la grande porte du camp avec son aigle, et on va vers cette carrière. Il faut dire qu'en haut de cette carrière, il y avait une plateforme. Ça, je ne l'ai pas vu, mais c'est inscrit dans le camp par tous les gars. Souvent, les nazis rassemblaient déjà en haut de cette plateforme et ils lâchaient les chiens-loups. Bien entendu, sautaient sur les premiers, le contact des chiens-loups, et les gars poussaient, et bien entendu, tout ça, ça finissait au fond d'une falaise de 40, 50, 60 mètres, je ne sais plus exactement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et alors, on nous fait aborder cette descente vers la carrière, les 186 marches qui ont coûté la vie à plus de 3000 Espagnols. Et au pied, on nous avait donné des claquettes, c'est-à-dire, des claquettes, ça dit bien, une semelle de bois avec un bout d'étoffe sur le bout du pied, sur les orteils un peu, là, sur le devant du pied, et puis voilà, et vas-y que je te... Mais toujours sous les hurlements, sous les coups et tout ça, c'est-à-dire quasiment en courant. Or, comme ces escaliers avaient été conçus pour justement que les gars se tordent les pieds, tout ça, c'est dénivellation, tout ça, il n'y avait pas d'égalité, il n'y avait aucune pierre par terre. Bien entendu, il y a des gens qui tombaient, ils étaient systématiquement assommés ou tués par les nazis, qui étaient d'ailleurs pas seuls, d'ailleurs, ils étaient avec leur célèbre chien, qui était vraiment, Mauthausen, c'était un camp qui était réputé pour avoir des chiens qui étaient destinés à tuer les déportés. Donc, voilà, après quelques semaines, enfin très peu de temps, puisque on arrive le 9, on repart le 21 avril à Metz, à Melk. L'avantage de ce convoi, c'est que pratiquement on ne s'est pas quitté. Tous ces Français qui étaient à Compiègne, qui s'étaient rencontrés, qui avaient pu discuter politique des événements, etc., c'est-à-dire à des gens de toutes opinions, qui s'étaient découverts et qui sans doute n'auraient pas discuté dans d'autres conditions, mais là, voilà, et on discutait, se retrouvait quoi, pour défendre sur des principes, sur des valeurs, et y compris sur les événements qui nous avaient amenés à cette situation.
Donc on a cette chance-là de rester toujours quasiment ensemble. Ce qui fait que les liens qui avaient été créés à Compiègne, ces liens existent entre communistes qui sont dominants, par le fait même que, évidemment, ils sont les plus antifascistes, etc. Et voilà, et que leur parti est interdit en France et tout, et y compris en Allemagne, bien entendu, parce que c'est eux qui ont pris les coups les premiers. Et voilà, on est dirigé à Melk. Alors, notre chance, c'est que déjà, la direction administrative du camp avait été prise par les politiques. C'est-à-dire qu'au départ des camps, c'était des droits communs, des tueurs, des assassins, des parricides, des maquereaux, donc la lie de la société allemande, y compris d'ailleurs venant d'ailleurs, mais essentiellement destinée à nous faire travailler jusqu'à la mort et avec droit de vie et de mort sur nous, donc des types complètement déshumanisés et qui, pour sauver leur propre vie, étaient prêts à supprimer celle des autres. Donc, voilà, là, nous, on part à Melk. Alors, ce Melk, c'est un commando. Or, il faut dire un commando du camp central de Mauthausen. Il faut dire que Mauthausen a 70 commandos. Donc, on nous envoie à Melk, et là, pour creuser une usine souterraine. Et donc, on est là, on part, on est 1200. Et si bien que c'est du camp central de Mauthausen que, y compris les dirigeants de l'administration du camp, du futur camp, est désigné par là-haut, par l'administration. Alors certes, les SS, c'est les patrons et tout ça, mais ceux qui s'occupent de l'administration, qui dressent les listes, etc., pratiquement, à un certain moment, la conquête de tous ces postes a été faite par les politiques. Alors pour différentes raisons, parce que les droits communs étaient capables d'essayer de faucher. J'expliquais le coup des bouteilles pour les bagues, etc. C'était prendre autant de trophées au SS. Donc, il y avait de ce côté-là, les SS s'y faisaient confiance pour nous tuer. Ils savaient que ces types-là, c'était aussi des voyous. Donc, quand ils en prenaient à faucher comme ça, évidemment, pour eux, c'était le même sort que les autres, pour ces droits communs. Et là, seulement, aussi autre constatation, c'est que si pour tuer les gens, pour les faire marner dans les casernes, dans les carrières ou dans les tunnels pour creuser des usines, avec un manche de pioche, ça peut aller. Si on te confie 20 ou 30 personnes, tu peux, seulement pour administrer des camps où il faut s'occuper de la nourriture, du travail, des commandos, de l'organisation du travail, tout. Évidemment, les tueurs, ça suffit pas. Les manches de pioche, ça suffit pas. Donc, progressivement, aussi, il y a comme ça des politiques qui ont pris des postes, qui sont arrivés à occuper des postes intéressants, en ce sens que, quand ils faisaient le choix de combats très durs, ils choisissaient des résistants, des antifascistes, etc. Parce que faut dire que dans les camps, il y avait certes les politiques, mais il y avait des résistants, mais il y avait aussi des pauvres gars qui avaient été pris comme otages et qui se trouvaient dans cet enfer sans comprendre, quoi. Donc, automatiquement, les politiques ont joué un rôle considérable dans certains cas, c'est le cas à Mauthausen. Donc, quand on part à Melk, le responsable de déporter du camp, disons qu'on dira le chef de camp, parce que tu avais une administration des SS et tu avais le parallèle à l'intérieur faite par les déportés. Tu avais le parallèle. Donc, c'était un Allemand qui était en prison depuis 1933 dans le camp, qui donc avait survécu et qui était si tu veux, le responsable du camp pour la branche déportée. Ensuite, il s'est trouvé que le secrétaire, c'était un gars qui avait suivi la guerre d'Espagne, etc., un Français qui d'ailleurs s'était retrouvé mais très peu de temps ministre au retour du général de Gaulle, qui s'appelait Ullmann et qu'on appelait Pichon.
parce que dans le camp, il s'appelait Pichon, c'était le secrétaire du camp. Donc, ces gars-là, grâce à tout ça, si tu veux, c'était le moyen de pouvoir sauver le maximum de gens, parce qu'il y avait des commandés qui étaient réputés durs, d'autres moins durs, etc. Donc, et donc, d'essayer de sauver tout ce qui pouvait être sauvé. Et bien entendu, il est certain que les affinités jouaient. Encore que c'était pas simplement des affinités politiques, puisque nous, dans notre convoi, je l'ai sans doute dit dans le précédent interview, il y avait des communistes, certes, mais il y avait les gaullistes, il y avait les résistants, les gars qui avaient été pris, d'autres gars, des syndicalistes, bref, des antifascistes qui avaient fait connaissance. Donc, si tu veux, dès le départ, dans ce camp de Melk, s'est organisé le Parti communiste, qui a organisé les siens, et les gaullistes et d'autres familles politiques, les chrétiens, les choses comme ça. Ce qui a fait que non seulement chaque famille s'est un peu organisée, et puis d'autres qui ont pu accéder à des postes, mais qui avaient des copains de leur pays, etc. Donc tout ça, ça formait, si tu veux, ce qui fait que ce camp de Melk, c'est quand même, je dirais pas une exception, mais je dirais qu'on se retrouve là, des types qui se connaissent, qui ont des opinions politiques différentes, mais qui s'organisent, qui savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, si bien que, outre l'organisation par famille politique ou syndicale ou d'opinion religieuse, tout ça va constituer ensuite un comité qu'on appellera le comité de défense des intérêts français, mais ça c'est après. Là, les gars s'organisent. Il y a des responsables, tout ça c'est clandestin, hein, parce que non seulement il y a les capots, mais il y a la Gestapo, il y a les SS, il y a tout ce que tu veux. Et tu as aussi des gens qui sont prêts à vendre père et mère, les pauvres, pas désespérés, pour essayer de survivre. Donc voilà. Mais nous, c'est notre chance. Or, à la suite du passage à Compiègne, et moi, je l'ai déjà expliqué, cette rencontre avec ce jeune communiste, j'ai été considéré communiste alors que je savais pas que je l'étais, tout simplement parce que j'étais ouvert à des valeurs, etc., qui m'avaient été inculquées. Donc, je suis intégré dans la famille communiste, dans le groupe communiste. Et on sera organisé par groupe de 3, qu'on appelait les Gourbis. C'est du même, moi, comme ça, que j'ai vécu toute ma déportation à Melk, où il y avait un jeune qui s'appelait Jérôme, un breton, et un gars du Nord, dont je ne me rappelle plus le nom, qui était un mineur, qui avait 3 ou 4 gosses, lui, qui était plus vieux que nous. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, c'est la solidarité, mais c'est pas seulement, c'est la solidarité, si tu veux, matérielle, en ce sens qu'on s'aide les uns les autres, qu'on va aider. Parce que moi, les communistes m'ont beaucoup appris dans les camps, à savoir qu'ils étaient capables de se sacrifier, de montrer l'exemple du sacrifice et de la dignité, et aussi de nous apprendre à être, même si on était des fois au fond du trou, d'être toujours près des autres et partager encore, c'est-à-dire établir la chaîne de solidarité. Mais ça, c'est l'aspect, disons, qu'on retient beaucoup dans les camps, parce que tu donnes aujourd'hui une cuillère de soupe, et c'est un jour de ta vie où c'est peut-être ta vie que tu donnes, mais tu le sais pas. De toute façon, tu la donnes, c'est comme ça. Le lendemain, c'est toi. Donc, avec cette administration, et au départ, comme on était quasiment que des Français, sauf des capots allemands qui nous avaient foutu des droits communs, mais qui ont été rapidement dominés, et puis aussi quelques Espagnols, parce que tout ce qui est arrivé là-haut à Mauthausen, la super organisation qui a permis tout ça, c'est l'organisation espagnole. Et notre salut de ce convoi, c'est que dans ce convoi, il y avait des politiques, des gens qui avaient fait des brigades internationales, qui avaient une réputation syndicale et politique de renommée internationale, ce qui a fait que le contact avec les Espagnols et l'organisation clandestine de Mauthausen s'est établi aussi dès l'arrivée. Ce qui explique aussi pourquoi on se retrouve tous à Melk, quasiment, voilà, alors aussi avec quelques copains espagnols. Donc voilà, je suis intégré, moi, tout ça. Et on arrive là, donc les 1200 au départ, c'est une caserne, Melk, c'est une caserne allemande, en dur.
Et puis là, à partir de là, on construit les miradors, bien entendu, le camp, l'électrification, des barbelés et tout, et puis les cabanes, pas les cabanes, merde, voilà que je trouve plus les hangars où on va coucher, quoi, les blocs. Donc voilà, on est là, mais on arrive à 1200, mais en quelques mois, puisque le temps de Melk, c'est 1 an, on se retrouve à 10 000 de toutes les nations. Alors, dans ce système de clandestinité dans les camps, non seulement il ne faut pas accaparer tout, donc il faut partager, si tu veux, avec les différentes familles, mais aussi arrivent des étrangers qui constituent leur famille politique ou syndicale, enfin, qui se connaissent entre eux. Et voilà, si tu veux, non seulement tu as des comités, tu as des organisations du Parti communiste, tu as des comités nationaux, et tu vas finir par avoir comme des comités internationaux. Mais je te dis pas dans quelles conditions les gars travaillent. Moi, j'ignore tout ça. J'apprends tout, voilà. Alors, il y a la solidarité matérielle. Je te dis, on partage, essayer de sauver. Mais il y a aussi, si tu veux, comme l'objectif des camps, c'est de nous détruire d'abord, de nous avilir, de nous rendre comme des bêtes qui respectent rien, pas plus les autres que soi-même, qui est capable de tout, et tout sous la terreur, les coups, la faim, la maladie, tout ça, l'affaiblissement et tout. Tu as des gens qui perdent la tête et qui se conduisent et qui vont perdre toute dignité, tu vois. Les gens sont tellement affamés, tu as des types qui résistent pas, ils vont faucher le pain du voisin qui est plus faible qu'eux, etc. Donc ça existe. Et moi, dans ce camp, j'ai vu les choses les plus atroces. D'abord, les bandits qui nous tuaient, des gens qui perdaient tout sens de l'humain et le respect de soi-même et des autres, ce dont je te parlais tout à l'heure, qui avaient plus qu'une idée, c'est se sauver, mais il faut se rappeler les conditions dans lesquelles c'était. Les types on était complètement affamés, terrorisés, affaiblis, zéro. Donc des types ont craqué. Donc il fallait se battre aussi. Moi, je veux dire que je pense que je me suis jamais autant battu que dans les camps de concentration. Contre des actes comme ça, où les uns fauchaient le pain, où les gars se faisaient des choses qui étaient pas convenables. Parce qu'en même temps, on nous inculquait, à moi ces communistes m'ont indiqué aussi le sens de la dignité, si tu veux, de respect de soi-même, essayer de rester des hommes dans un endroit où c'était la destruction de l'humain. Donc, il y a ça. Et puis alors, tu avais l'autre aspect, c'est le culte de l'espoir. La victoire, toujours la victoire. Et je ne sais pas comment ils se débrouillaient, si tu veux. Moi, j'ai toujours cru que dans les 15 jours, le mois à venir, la guerre était finie, que c'était la victoire. Et puis, j'aime te dire que les yeux essentiels à l'époque des déportés, elle était tournée vers l'Est, vers l'armée rouge. Parce que c'est eux qui se battaient et qui avançaient et tout ça, donc grand espoir de ce côté-là. Mais par conséquent, je ne sais pas comment ils se débrouillaient, mais il y avait des gars partout, y compris dans ces célèbres casernes en dur, parce que même pour cirer leurs godasses, les SS n'allaient pas se priver d'utiliser des gens qui étaient des déportés. Donc, comme ça, les gars arrivaient à savoir. Et je crois même qu'ils avaient construit un poste à Galène, ils arrivaient à savoir. Donc, voilà, y compris sur cet espoir-là. Et puis alors, je me rappelle, et ce qui a fini d'asseoir ma conviction, c'était aussi de penser, si tu veux, on ne s'était pas battu contre quelque chose, mais aussi, si tu veux, on essayait de se sauver pour bâtir une autre société. Et j'en reviens à mon jeune communiste, qui m'avait parlé de cette célèbre société humaine, fraternelle, du partage, de la solidarité, etc. Bien, avec la fin de l'exploitation, enfin tout, quoi, la liberté totale, bref. Donc voilà, si tu veux, c'est les éléments qui font que, je pense, un certain nombre de déportés ont pu être sauvés. Et alors, si tu veux ça, alors ça c'est un aspect. Moi je vois dans cette vie des camps de concentration, moi, je le rappelle, j'étais vraiment un gamin du point de vue de la conscience politique. Là, j'ai mûri très, très vite. Et je me suis, bien après, à la fin, je me suis aperçu que chaque fois que je suis intervenu, d'abord, par exemple, il y a un vieux gars qui venait toujours me chercher, un vieux gars.
j'avais 20 ans, il en avait peut-être 40, mais à l'époque, ça m'apparaissait un vieux gars. Il s'appelait Lucien Fournier, et il venait me chercher pour faire des opérations à la cuisine, parce qu'on avait aussi des gars dans les cuisines partout dans ces postes, puisqu'on arrive les premiers. Donc, on a la possibilité de temps en temps de sortir un bidon de soupe. Alors, il n'y avait pas sans doute que nous qui faisions ça. Et il venait me chercher pour... Voilà. Et ensuite, on portait le bidon à différents endroits où ça servait à des équipes à être distribué à des copains, enfin, à l'organisation clandestine. Et jusqu'au jour, d'ailleurs... à la sortie d'un bidon de soupe comme ça, le SS nous coince à la sortie de la cuisine et il nous dit qu'est-ce que c'est ce bidon, putain. On était complètement là on était cloués sur place. D'abord, on comprenait pas ce qu'il nous disait, sauf que on comprenait bien qu'il nous demandait où c'est qu'on allait avec ça. Et alors nous, discrètement, jetais des coups d'œil désespérés vers les gars de la cuisine pour essayer de nous sortir de là. Et les gars sont approchés, il y en a qui sont approchés en disant non, ça c'est pour un commando et tout ça. Et on est passé là comme ça. Mais là c'était un truc, tu vois, c'était le truc assuré, enfin la mort assurée. Donc on s'en est tiré là comme ça. Mais c'est arrivé plusieurs fois comme ça. Alors ça c'est un aspect. Moi, aussi, plusieurs fois, c'est un des grands fléaux des camps de concentration, c'est la maladie. Parce que tu as certes ce qu'ils appellent le révire, c'est-à-dire l'infirmerie, mais il n'y a pas de médicaments. Donc, mais parfois, ça permettait, quand tu étais lessivé, de pouvoir, toujours avec l'administration interne, y compris dans l'infirmerie, de pouvoir passer quelques jours à l'infirmerie, ce qui te permettait de te refaire un peu la cerise, enfin, si on peut s'exprimer ainsi. Et moi, je me rappelle, j'avais ramassé la dysenterie, et là, l'organisation également du camp était là-dedans, et il y avait un gars qui s'appelait Raymond Allery, qui est mort aussi, le pauvre, et qui était responsable de l'organisation clandestine là. Alors, moi j'arrive dans cette piole où on était par chalis, comme ça, dans des grands trucs, ça coulait, ça dégoulinait, enfin c'était terrible comme truc. Moi aussi je faisais le sang, j'étais complètement lessivé. Alors là, contact dans la nuit, tu bois pas d'eau. Alors, le vice était poussé. Les gens qui avaient la dysenterie avaient une fièvre folle et il y avait un tuyau avec de l'eau. Et quand tu buvais l'eau, tu sais, avec des trous dans des espèces de lavabo en zinc, l'eau coulait. À côté, tu avais ce qu'ils appelaient les WC, quoi. C'était les chiottes à la turque. Et là, si tu buvais de l'eau 2 heures après, tu étais mort. Et là, le gars me dit, tu vas te mettre devant, t'empêches les gars de boire parce que sinon, ils vont mourir tout de suite. Alors bon. Et c'est bien après, là je me suis retrouvé avec d'autres gars. Mais c'est bien après que moi je me suis dit, sur le moment je ne me suis pas posé la question, sauf à taper pour que les gars viennent pas boire. Et me taper avec les autres. C'est pour ça que je dis, moi je me suis jamais tant battu et tout ça. Voilà. Et donc c'est un truc. Et ça c'était l'organisation clandestine. Et au bout de 8 ou 9 jours, il m'a dit, maintenant, il faut que tu te tires d'ici, parce que sinon le SS va te repérer, et là, ça va mal se passer. Mais tout ça, c'était... Voilà. Donc, tu avais une organisation partout. Tu l'avais au boulot aussi. Parce que moi, quand j'ai ramassé cette dysenterie, j'étais dans les mines. On creusait une usine souterraine. D'ailleurs, on avait fait c'était dans une grande... colline de sable mais dur, avec des marteaux-piqueurs, etc. On avait creusé 7 tunnels de 3 km de long, avec comme ça aussi des tunnels perpendiculaires pour permettre le passage. Et au fond, ça y est, l'usine a commencé à tourner, enfin, des morceaux de l'usine, le début de l'usine. Mais bon, après ça a été la libération, enfin, la fuite de ce camp, il a fallu partir. Donc voilà, si tu veux, c'est tout. Moi, j'ai été très marqué par tout ça. Et puis alors, c'était ces discussions avec tout. Si tu veux, c'était clandestin, mais c'est comme si certains on s'était photographiés. Si tu veux que, on savait pas les noms, on savait rien. Hein.
Moi, le vieux Raymond Allery, le père Fournier dont je te parle, c'est des gars que j'ai connus à la Libération, avec leur nom et ce qu'ils étaient. Parce que sinon, je savais pas. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.